Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, l'Allemagne après Merkel. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Après plus de 15 ans au pouvoir et 4 mandats, la chancelière allemande Angela Merkel a décidé de prendre sa retraite et de se retirer de l'arène politique. À l'automne 2021, elle ne sera pas candidate aux élections fédérales en Allemagne. Angela Merkel a brisé plusieurs plafonds de verre. Elle a été la première femme et la première ancienne citoyenne de la République démocratique allemande à accéder à la chancellerie. Angela Merkel est une figure emblématique non seulement de la politique allemande, mais également européenne et mondiale. Mettant en scène sa normalité, elle a incarné une force, une stabilité, une certaine forme d'ordre aussi parfois, dans une Europe en crise. D'abord la crise de l'euro de 2008, puis la crise migratoire de 2015, et face à Poutine, face à Erdogan, face à Trump, elle a pu souvent paraître comme le dernier rempart de la démocratie libérale. Alors en septembre, une page se tourne, une autre s'écrit avec son lot de défis pour le parti d'Angela Merkel, la CDU, pour l'Allemagne où l'extrême droite gagne du terrain au Parlement, pour l'Union européenne finalement au sein de laquelle l'Allemagne joue un rôle clé et on pourrait y ajouter pour le monde puisque l'Allemagne demeure une puissance importante, membre de l'OTAN et du G7. Alors pour nous éclairer sur les enjeux de l'après-Merkel, nous recevons aujourd'hui Claire de Mesme, qui est directrice du programme franco-allemand à l'Institut allemand de politique étrangère, la fameuse DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Bonjour Claire de Mesme, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, Claire, un peu de pédagogie politique. Comment fonctionne le système politique allemand? On parle de coalition arc-en-ciel, de feu tricolore, rouge-noir. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce jeu de couleurs? Comment forme-t-on un gouvernement en Allemagne? Quels sont les principaux partis en présence? Oui, je trouve que l'expression jeu de couleurs est tout à fait appropriée, puisqu'on est, dès qu'on entre dans une campagne électorale en Allemagne, on parle de couleurs et on parle des différentes couleurs qui peuvent aller ensemble. Donc, c'est assez amusant. Pour les daltoniens, c'est un petit peu moins facile. Alors, ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que les électeurs, les électrices allemands n'élisent pas leur chancelier ou leur chancelière directement, mais c'est le vote du Bundestag, donc du Parlement. Et à travers les élections législatives, va se former le gouvernement. D'abord, les ministres, ce sont au départ des députés qui ont été élus et qui ensuite peuvent devenir ministres fédéraux. Et puis, le gouvernement se forme à partir de... on regarde le parti qui a eu le plus grand nombre de voix, et c'est en principe ce parti-là qui forme le chancelier ou la chancelière. Mais tout est question de majorité. Donc, un parti seul, généralement, ne peut pas former le gouvernement, doit chercher des partenaires minoritaires, un, ça suffit parfois, ou deux, ou trois si nécessaire. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Généralement, on entre en négociation, et ces négociations peuvent prendre plusieurs semaines, parfois même peuvent prendre plusieurs mois. Lors des dernières élections, on a eu seulement le résultat en début d'année suivante. Il faut bien voir, élection en septembre et on a un gouvernement seulement en février. Donc, c'est quelque chose de très, très lourd. Alors, les couleurs, eh bien, nous avons le noir qui est l'Union chrétienne, les chrétiens démocrates et les chrétiens sociaux de Bavière, le parti frère. Les rouges, ça c'est assez facile, ce sont les sociaux-démocrates, un petit peu comme partout, les verts sont les verts. Et on a ensuite les jaunes, ce sont les libéraux,
du FDP. Et puis, on a l'AfD qui est de couleur plutôt bleu foncé. Et on a un deuxième rouge, d'ailleurs, ce sont les anciens communistes de l'Est, Die Linke. Et tous ces petits mondes essaient donc de former un puzzle de couleurs. Alors aujourd'hui, quand on regarde les sondages, ça peut évoluer, hein, bien sûr, mais quand on regarde les sondages, on a 3 coalitions probables. On a une coalition qui est noire-verte. Et là, ce serait intéressant parce que, pour nous, politistes, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Allemagne qu'on aurait au niveau fédéral une coalition noire-verte, donc chrétiens-démocrates et les Verts. On a une deuxième coalition possible, on l'appelle la coalition jamaïcaine, en référence au drapeau de la Jamaïque, donc qui serait noir, vert, jaune, donc les chrétiens-démocrates, les libéraux et les Verts. Et puis, on a une troisième coalition un peu moins probable, c'est la coalition feu tricolore. Donc là, ce sont les Verts, les rouges et les jaunes. Donc les Verts, les sociodémocrates et les libéraux. Donc, vous voyez qu'on va encore s'amuser jusqu'en septembre. Alors justement, parlons un petit peu de ces élections de l'automne 2021 et des candidats, des candidates potentielles et ceux et celles qui pourraient être au gouvernement. Donc, du côté de la famille chrétienne-démocrate, celle d'Angela Merkel, on a vu d'abord celle qui l'avait remplacée, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, sa dauphine, qui a d'abord été élue présidente du parti, puis a dû en démissionner en 2020. Aujourd'hui, 2 hommes se sont portés candidats pour la famille conservatrice. D'un côté, Armin Laschet, qui est le président de la CDU, de l'Union chrétienne-démocrate, mais également Markus Söder, qui est le président du parti frère dont vous parliez tout à l'heure, l'Union chrétienne sociale, la CSU, qui est basée seulement en Bavière. Donc ça, c'est du côté, disons, conservateur. Il y a également les Verts qui, pour la première fois, sont presque assurés d'être au gouvernement, en tout cas, ont de bonnes chances, si on suit les jeux de couleurs, de faire partie du gouvernement, y compris en coalition avec les conservateurs, ce qui était très intéressant. Il y a évidemment aussi les chrétiens-démocrates, les libéraux-démocrates et l'AfD qui peuvent venir perturber le jeu. Comment vous voyez les transitions les plus probables à l'automne 2021? Doit-on s'attendre à un réel bouleversement ou plutôt à des éléments de continuité avec les années Merkel, qui, je le rappelle, ont été marquées par des coalitions qui étaient souvent entre la gauche du Parti social-démocrate et le parti d'Angela Merkel, la CDU? Oui, c'est une bonne question et à vrai dire, je pense qu'il y a, c'est impossible à ce stade de donner une réponse vraiment ferme. Il y aura des éléments de continuité parce que l'Allemagne n'est pas un pays qui est connu pour son esprit révolutionnaire. Donc, on a quand même des partis qui s'inscrivent dans une certaine tradition, donc je m'attends à une grande continuité, enfin à une certaine continuité plutôt. Donc, pas un chamboulement. En revanche, il y aura bien sûr de nouveaux éléments, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui se prépare pour arriver au pouvoir. C'est la génération des cadras qu'on trouve chez les conservateurs, qu'on trouve aussi chez les Verts. Et c'est assez intéressant à ce titre de voir que, à la fois chez les Noirs, donc les chrétiens démocrates, les chrétiens sociaux, et chez les Verts, il y a pas mal, il y a toute cette génération de gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont envie de travailler ensemble. Donc il y a déjà beaucoup de signaux qui sont envoyés dans cette direction. Donc, même s'il n'y a pas un véritable chamboulement, le fait qu'une nouvelle génération arrive au pouvoir, avec de nouvelles idées, avec un projet qui est aujourd'hui, on est quand même dans une situation particulière avec la crise de la Covid-19, avec des enjeux qui sont considérables en termes de révolution digitale, transition écologique. Le fait qu'on ait une équipe qui arrive au pouvoir avec un nouveau projet, implique aussi un véritable changement pour le pays. Sur le plan du modèle économique, par exemple l'industrie automobile, sur le plan des valeurs également. Donc oui, il peut y avoir des choses intéressantes qui vont se mettre en place. Alors, ce que vous dites, c'est que l'Allemagne n'est pas un pays révolutionnaire. Angela Merkel a été chancelière pendant, on l'a dit, aura été chancelière plutôt pendant plus de 15 ans. Quel est son héritage? Comment sa personnalité aura-t-elle marqué le poste de la chancellerie?
Angela Merkel, c'est un personnage complexe parce qu'elle est, pour le dire de façon neutre, elle est souple sur le plan idéologique. Elle a fait campagne tout au début sur des sujets très, très libéraux sur le plan économique, en disant par exemple ce qui est social, c'est ce qui crée de l'emploi. Donc, en fait, une politique qui pourrait s'apparenter à celle des libéraux aujourd'hui. Mais elle a pu travailler dans une coalition avec les sociaux-démocrates. C'est dans un gouvernement Merkel que le salaire minimum a été introduit, par exemple. Donc, elle est assez malléable. Et ça c'est quelque chose d'assez, je pense qu'il la caractérise. L'autre chose, c'est qu'elle représente une figure rassurante. C'est quelqu'un qui ne s'énerve pas en public, qui prend son temps, qui prend énormément de temps pour prendre des décisions. Il y a eu quelques surprises, elle a fait quelques revirements, par exemple la sortie du nucléaire après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, ou avec sa décision d'introduire une politique d'accueil très généreuse vis-à-vis des réfugiés à l'été 2015. Mais en général, elle est quand même... Il n'y a pas de sursaut avec elle, il n'y a pas de tournant, de virage très brusque. Donc ça, je crois que c'était important pour l'Allemagne, vraiment pour cette Allemagne, quelques années après, en fait, elle est arrivée au pouvoir en 2005, donc 15 ans après l'unification du pays. Les Allemands avaient vécu des tas de bouleversements et je crois que cette figure rassurante leur a fait du bien parce qu'elle leur permettait justement de s'inscrire dans un rythme plus calme, dans un rythme politique apaisé. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre phase. Les Allemands ont aussi envie d'autre chose. Donc ça va être peut-être un élément de changement. L'autre volet de la question, qu'est-ce qu'Angela Merkel? C'est aussi une figure européenne. Et là, en fait, sur la scène européenne, c'est la chancelière des crises. Elle a vécu toutes les crises, la crise financière, la crise de la zone euro, la crise grecque, la crise qu'on a appelée la crise des réfugiés, qui est aussi une crise de l'intégration, et puis une crise de la cohésion européenne aujourd'hui, et la crise sanitaire. Et là, elle a duré pendant toutes ces crises. Elle a connu plusieurs présidents de la République française, beaucoup de ministres-présidents italiens. Enfin, elle incarne justement cette Europe qui a traversé les crises et qui, malgré tout, bon an, mal an, arrive à garantir une certaine cohésion malgré les difficultés. Ça, je pense que ça va également rester. Justement, c'est cette forme de stabilité ou d'ordre qu'elle a incarné à l'échelle européenne, ça lui a été aussi souvent reproché parce qu'on l'a jugée, par exemple, au début de la crise économique, trop conservatrice, trop timorée. Peut-être qu'aujourd'hui, en Allemagne, on lui reproche, au contraire, d'avoir accepté les propositions plus fédéralistes, par exemple, de partage des ressources économiques. Sur la question de la migration, on lui a reproché aussi de souffler le chaud, le froid, sur l'énergie, de toujours trouver finalement un équilibre entre les deux positions extrêmes, ce qui nécessairement crée des insatisfaits. Comment est-ce qu'on doit penser, encore une fois, la transition vers l'après-Merkel? Est-ce qu'un futur chancelier, puisque ce sera vraisemblablement un homme, si c'est un chrétien-démocrate ou un social-démocrate, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'un futur chancelier allemand soit plus conservateur, ramène vers des positions plus, disons qu'on appelle parfois ordo-libérales dans l'ordre économique européen? Est-ce que, au contraire, en coalition avec les Verts, on peut s'attendre à ce que l'héritage environnemental soit encore davantage marqué dans l'après-Merkel? Comment voyez-vous finalement l'héritage européen d'Angela Merkel? Oui, alors là encore, je pense que la clé, c'est vraiment la coalition, puisqu'on peut avoir un chancelier qui est, par exemple, Armin Laschet. On ne sait pas encore s'il est candidat, mais admettons qu'Armin Laschet, chrétien-démocrate, soit le candidat de la CDU, devienne chancelier fédéral. S'il est en coalition avec les libéraux ou s'il est en coalition avec les Verts, il ne mènera pas du tout la même politique. Et c'est aussi ça qui est intéressant en Allemagne, c'est qu'il y a des négociations, je disais, qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois,
Et à l'issue de ces négociations, eh bien, les partenaires de coalition, on parle vraiment de partenaires, s'entendent sur un contrat de coalition. Et ce contrat fixe les grandes lignes de la politique gouvernementale pendant 4 ans. Donc, aujourd'hui, tant qu'on ne sait pas non seulement qui sera candidat, mais aussi, surtout, quelle sera la coalition, c'est compliqué de répondre à cette question. En revanche, ce qui est aujourd'hui acquis, c'est que l'ensemble des partis politiques d'Allemagne, à part l'extrême droite, l'AfD, mais qui n'arrivera très, très vraisemblablement pas au pouvoir, l'ensemble des partis sont pro-européens. Donc, il y a une vraie tradition de l'Allemagne dans la mesure où l'intégration européenne est très liée à l'idée de reconstruction du pays, à l'idée d'Allemagne démocratique. Donc, il n'y a pas de contestation de ce côté-là. Il y a des différences de vue sur les questions que vous avez évoquées, les questions économiques au niveau européen, la question de la communautarisation de la dette. Ça, c'est extrêmement important, puisque c'est quelque chose sur laquelle on s'est mis d'accord pendant l'été dans le cadre de la crise sanitaire, mais l'Allemagne l'a accepté uniquement à titre provisoire, à titre exceptionnel. Aujourd'hui, au sein de la CDU, il y a énormément de gens qui sont contre la pérennisation d'une dette commune, alors que chez les Verts, au contraire, on est plutôt favorable à ce genre d'instrument. Et c'est vraiment là que ça va se jouer. Ça va se jouer sur la coalition, ça va se jouer sur les postes. Qui va être ministre des Affaires étrangères dans une coalition noire-verte probablement un vert aux affaires étrangères, avec plus d'impulsion sur ces questions-là. Sur les questions aussi de politique étrangère, les Verts souhaitent plus d'engagement sur les questions de défense, par exemple, au niveau européen. Donc, il y a tout un tas de sujets, de dossiers où il peut en effet y avoir une ouverture différente. Rapidement sur la coalition noire-verte. Donc, ce n'est pas certain qu'une coalition noire-verte formera le prochain gouvernement, mais disons que c'est un scénario très probable. Et c'est un scénario qui, à l'extérieur de l'Allemagne ou des pays germanophones, étonne. Donc, l'idée d'avoir un parti chrétien-démocrate historiquement très conservateur allié avec les Verts, que dans beaucoup de pays, on associe plutôt, disons, à la gauche 68 ans. Comment est-ce que ça fonctionne en Allemagne? Est-ce que ça peut fonctionner en Allemagne? Alors, non seulement ça peut fonctionner en Allemagne, ce jeu de couleurs noir-vert, mais ça fonctionne déjà au niveau des Länder. L'Allemagne est un pays fédéral et il y a certains Länder qui aujourd'hui déjà sont gouvernés par une coalition noire-verte. Je pense en particulier au Bade-Württemberg, qui est intéressant parce que c'est le Land de l'industrie automobile. Et aujourd'hui, ce Land, où le nombre d'emplois dans l'industrie automobile est assez considérable, ce Land est gouverné par un ministre-président vert. Donc, ce n'est même pas une coalition noire-verte, c'est une coalition dirigée par un ministre-président vert qui soutient l'industrie automobile. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les Verts allemands ne sont pas du tout, des chiens fous qui ont envie là encore, d'instaurer la révolution. On n'est pas du tout dans une constellation 68arde. Ce sont aussi en partie des conservateurs. Il y a de tout chez les Verts. Il y a une mouvance de gauche, il y a une mouvance réaliste qui souhaite gouverner et qui est prête à faire des compromis. Et le fait qu'aujourd'hui, on parle d'un tournant écologique de plus en plus, sur le digital aussi, il y a tout un volet écologique, fait que du côté des chrétiens démocrates, on voit cette nécessité de transformer l'économie allemande et de soutenir également l'industrie automobile vers une transition. Donc, de ce côté-là, il y a quand même de vrais points de convergence. Ce qui ne veut pas dire que c'est harmonieux, bien sûr. Il y a aussi des tensions et les chrétiens démocrates ne sont pas non plus dans une ambiance de lune de miel écologique. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus avoir une vision trop idyllique non plus d'une telle coalition. Alors, terminons sur le rôle de l'Allemagne dans le monde. Je pense que peu d'observateurs contestent que sous Angela Merkel, l'Allemagne a accru sa stature à l'échelle mondiale. Il fut même un moment où on a pu croire qu'avec
peut-être le Canada de Justin Trudeau, l'Allemagne était un des derniers pays qui préservait l'ordre libéral, notamment après l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements dans la politique étrangère de l'Allemagne face non seulement aux États-Unis, mais peut-être aussi à la Russie et à la Turquie, qui sont deux pays stratégiques, soit pour l'économie allemande dans le cas de la Russie, soit pour la politique d'immigration allemande dans le cas de la Turquie? Oui, je pense. Alors, je ne veux pas paraître trop ennuyeuse en répondant toujours que tout dépend de la coalition, mais voilà, je vais quand même le faire. La coalition sera évidemment importante puisqu'il y a des différences d'approche. Cela étant, je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est le style. Le style, Angela Merkel a son style à elle, et là, elle incarne une certaine autorité sur la scène internationale parce qu'elle a une longue expérience, parce qu'elle a réalisé plusieurs mandats sans être contestée, parce qu'elle est très populaire encore dans son propre pays. Tout ça lui confère une véritable aura sur la scène internationale. Son successeur, ou sa successeur, n'aura pas ce bonus. Donc ça, c'est vraiment important, la question du style ou de l'autorité. Et puis l'autre chose, la deuxième chose, c'est l'orientation politique. Donc je pense que là encore, il y aura une grande continuité puisque la politique étrangère de l'Allemagne, généralement, s'inscrit dans un mouvement de continuité fort, mais on peut s'attendre à des inflexions différentes. Les Verts, qui donc probablement seront dans une coalition avec les chrétiens démocrates, les Verts sont pour une Allemagne plus ferme, vis-à-vis par exemple de la Chine, vis-à-vis de la Turquie, mais plus encore vis-à-vis de la Russie. Donc il y a un projet aujourd'hui dont on parle beaucoup, un projet économique, enfin un projet géopolitique en fait, qui est le transfert du gaz avec le projet Nord Stream, qui est contesté, qui est soutenu par Angela Merkel, qui est contesté par les Verts. Donc là, on peut s'attendre justement, peut-être pas à une remise en cause, mais à de véritables tensions sur ce dossier-là. La Chine, l'accord commercial que l'Union européenne a passé en décembre dernier avec la Chine est contesté également au sein des Verts. Cet accord n'est pas encore ratifié. Il devrait l'être en fin 2021 ou début 2022. Donc voilà, sur ces questions-là, je pense qu'en effet, l'Allemagne sera peut-être un peu moins pragmatique, peut-être un peu plus ferme sur certains dossiers, en tout cas au début, parce que très souvent, les questions commerciales dans l'histoire de l'Allemagne ont un impact assez important sur la politique étrangère. Merci infiniment, Claire de Mesmes. C'est ce qui conclut notre émission sur l'Allemagne après Merkel. Je remercie également l'équipe technique, les recherchistes et nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. Au revoir, à très bientôt.